Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question suivante. Vaut-il mieux investir sur un ETF Eurostoxx 50 ou sur un ETF Eurostoxx 600? Dans l'Eurostoxx 50, il y a 50 composants. Dans l'Eurostoxx 600, il y a 600 composants, 600 entreprises. Et c'est vrai que quand on compare avec l'indice le plus suivi aux États-Unis, à savoir le S&P 500, qui contient 500 constituants, eh bien, on a tendance à se dire que l'équivalent en Europe, ce serait plutôt l'Eurostoxx 600 et pas l'Eurostoxx 50. Voilà, alors on va passer en revue l'analyse, hein, comme d'habitude, ou mes analyses où je compare différents ETF. On va aller voir la définition, on va aller voir les cours historiques, la performance, l'exposition par pays, l'exposition secteur, la volatilité, la corrélation, l'overlap, et quels sont les ETF disponibles en France sur l'Eurostoxx 50 et sur l'Eurostoxx 600, les frais évidemment très important, le type de réplication et l'éligibilité au PEA. Alors, allez, on va commencer par le cours. Allez, j'ai pris deux ETF, un ETF Eurostoxx 50 et un ETF Eurostoxx 600, les deux avec dividendes réinvestis, donc accumulés. Et juste pour voir comme ça un premier aperçu au niveau des courbes, vous avez donc en vert l'Eurostoxx 50, c'est d'ailleurs un ETF que j'ai en portefeuille, le C50.PA, et en rouge, vous avez un ETF Eurostoxx 600. La première chose qui frappe en fait, c'est que on a vraiment les deux courbes se suivent de façon très proche. On a vraiment les mêmes mouvements et c'est vraiment extrêmement proche, on dirait deux frères siamois. Donc on ira voir évidemment la corrélation un petit peu plus tard, mais le premier aperçu, moi voilà, quand je vois ces deux courbes, je me dis ils ont l'air interchangeables. Parce qu'une des questions qu'on va se poser aussi ici, c'est si on a en portefeuille un ETF Eurostoxx 50, est-ce que c'est intéressant d'investir dans un ETF Eurostoxx 600 ou est-ce que finalement ça fait doublon? Est-ce que c'est redondant ou pas? Donc voilà, bon, à première vue, ça a l'air redondant. Alors ensuite, au niveau de la définition. Alors l'Eurostoxx 600, c'est un indice qui contient donc 600 Eurostoxx 600, qui contient 600 composants, 600 entreprises. Alors, il contient des entreprises qui sont des grosses capitalisations, c'est-à-dire au-delà de 10 milliards de capitalisation, des moyennes capitalisations entre 2 et 10 milliards, et des petites capitalisations. Tout ça en Europe, mais attention, on n'est pas nécessairement dans la zone euro, c'est l'Europe étendue, c'est-à-dire l'Europe avec la Suisse, avec le Royaume-Uni, par exemple. Voilà, donc un indice qui est très large, 600 composants, et qui représente en fait un panel d'entreprises qui à la fin représente 90% du free float market, c'est-à-dire du marché européen. Ça représente 90% du marché. L'Eurostoxx 50 qu'on connaît mieux parce que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est simplement les 50 plus grosses capitalisations en Europe. Et en Europe, on est dans l'Europe classique, on est dans la zone euro. Voilà, donc deux indices qui a priori sont très différents. Eurostoxx 600 beaucoup plus gros, Eurostoxx 50 beaucoup plus petit en termes de nombre de composants, exposition aussi au niveau des pays très différente. Alors, on va aller voir maintenant l'exposition au niveau des pays et l'exposition secteur. Alors, exposition au niveau des pays, on va commencer par l'Eurostoxx 600, elle est ici. Vous allez voir, c'est très très différent d'un Eurostoxx 50. Vous voyez, je vais zoomer. Voilà, la pondération par pays en numéro 1. En numéro 1, les amis, on a le Royaume-Uni avec 23% d'exposition. Okay. Ensuite, on a la France avec 18%. Ensuite, on a la Suisse. Et je rappelle que le Royaume-Uni et la Suisse sont absents de l'Eurostoxx 50. Mais ils sont très très fortement pondérés. Vous voyez, 23% plus 12%. On est à 35%, si je mets les virgules, on est presque à 36% en fait qui est représenté par le Royaume-Uni et la Suisse. Ensuite, on a l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, etc. etc., etc. Voilà, donc ça c'est l'exposition pays. Maintenant, si on regarde de l'Eurostoxx 600, maintenant si on fait le même exercice sur l'Eurostoxx 50, eh bien là, ça n'a absolument rien à voir. Presque 42% représentés par la France, puisque là vraiment c'est pondéré par les plus grosses capitalisations en Europe.
Okay, donc, et en Europe qui exclut le Royaume-Uni, la Suisse, etc. Donc la France arrive voilà, en tête très largement devant l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, etc., etc. On regarde maintenant l'exposition au niveau des secteurs, qui va aussi être différente, puisque les secteurs qui sont prépondérants en Suisse et au Royaume-Uni, ce n'est pas les mêmes qu'en France ou en Allemagne. Donc au niveau de l'Eurostoxx 600, on est presque à 16% sur le healthcare, sur la santé, 12,7% sur Industrial Goods and Services, les banques arrivent à 8,6%, ça c'est pour les premiers secteurs. Le secteur de la technologie arrive simplement en 5e position avec 7%. Donc de la pondération des poids en fait pour l'Eurostoxx 600. Maintenant, si on regarde l'Eurostoxx 50, quels sont les secteurs qui sont les plus représentés? Numéro 1, on a technologie qui représente seulement, quand je dis seulement, c'est parce que j'ai en tête les États-Unis et le S&P 500 où c'est bien plus représenté. On a quand même en numéro 1, il arrive avec 15% technologie, 14% consumer product and service, et bien industriel 13%, banque 11%, healthcare 7%, vous voyez healthcare, la santé qui arrive en 5e position avec 7%, alors que dans l'indice Eurostoxx 600, il arrive en première position avec 16%, donc des pondérations, des expositions secteurs, des expositions pays qui n'ont rien à voir. Et pourtant, c'est ça qui est drôle dans l'histoire, et pourtant quand on regarde les courbes, on se rend compte qu'elles se suivent comme deux gouttes d'eau. Voilà, donc ça c'était pour les expositions. On va aller voir maintenant, on va aller regarder un petit peu les corrélations. Alors j'ai trouvé peu d'études en fait sur le sujet, sur l'Eurostoxx 600. On va voir en fait que c'est un indice qui est très peu suivi. Okay, donc j'ai trouvé peu d'études, donc j'ai dû refaire les calculs moi-même. Voilà. J'ai dû télécharger les données et refaire les calculs. Et la première chose qu'on va voir, c'est la corrélation entre ces deux indices, corrélation qui avait l'air importante, mais maintenant on la calcule. Et là, c'est juste absolument bluffant. En fait, vous voyez ici, je vous montre l'échelle. Donc ça, c'est la corrélation entre les deux indices, Eurostoxx 600 et Eurostoxx 50. Et on voit ici, on va voir dans l'échelle, elle commence ici à 0,8 en bas. Donc là, on est à 0,85. Là, on est à 0,9. À 0,9, les données sont quasiment interchangeables. Donc on est la plupart du temps, on est au-delà de 0,95. Ça veut dire que bien qu'on ait une exposition secteur et une exposition géographique différente, en réalité, quand on regarde la corrélation de ces deux indices sur une longue période, je l'ai fait sur 10 années quand même, eh bien, elles sont interchangeables. Vous voyez, on est à 0,95 la plupart du temps. Les petits pics ici, faudrait regarder, mais j'ai pris, au niveau de la corrélation, j'ai pris une fenêtre de calcul un peu je crois que j'ai pris sur 1 an au lieu de prendre sur 2 ans ou 3 ans. Donc ça pourrait lisser, si je prenais quelque chose, une fenêtre plus large, ça pourrait lisser un petit peu. Je ne sais pas si on verrait en fait ces petits pics vers le bas, mais voilà quoi. Donc alors aujourd'hui, au moment où je parle, la corrélation a légèrement diminué quand même. On est quand même à 0,93, ce qui est quand même très important. Donc deux séries de données interchangeables. Donc on se demande à ce niveau, à ce moment de l'étude, en fait, je me suis dit déjà, honnêtement. Ça a l'air c'est tellement corrélé en fait qu'il n'y a pas forcément besoin de réinvestir dans de l'Eurostoxx 600 à ce moment de l'étude. Mais on va continuer un petit peu l'étude. Alors j'ai regardé maintenant la volatilité parce que peut-être que comme les deux indices sont très différents en termes de composition, 600 entreprises dans l'Eurostoxx 600, 50 entreprises dans l'autre, et puis des entreprises très différentes. Eurostoxx 50 c'est des grosses capitalisations, l'autre il y a des moyennes, petites, etc. Donc je ne savais pas, je me suis dit... honnêtement, je ne savais pas ce que j'allais obtenir quand j'ai calculé la volatilité, donc volatilité annuelle ici. Alors en vert clair, on a la volatilité de l'Eurostoxx 50 et en vert foncé, on a la volatilité de l'Eurostoxx 600. Donc on remarque deux choses. Première chose en fait, c'est qu'elles sont extrêmement proches. Vous voyez que dans bien des cas, on n'arrive pas à voir le vert foncé parce qu'il est juste en dessous du vert clair, donc elles sont extrêmement proches. Ensuite, j'ai tracé les moyennes ici. Bon, vous les voyez peut-être pas, mais j'ai mis les moyennes de droite pour voir un petit peu combien
en moyenne à combien ils sont. On est sur des volatilités qui sont autour pour l'Eurostock 50 autour de peut-être 17% et on est autour de 15% à peu près. Vous voyez ici c'est 0,1 donc là il y a 0,15 donc autour de 15% pour la volatilité moyenne de l'Eurostock 600 sur une longue période. Donc plusieurs choses à noter. Première chose, c'est que les volatilités sont très proches l'une de l'autre. Deuxième chose, c'est que la volatilité moyenne de l'Eurostock 50 est supérieure, donc c'est un indice qui est plus risqué que l'Eurostock 600. Et ce que j'ai fait pour essayer de calculer un petit peu cette différence de risque, cette différence de volatilité entre les deux indices, j'ai simplement représenté ici la différence en fait entre les volatilités des deux indices. Donc j'ai fait la volatilité de l'Eurostock 50 moins la volatilité de l'Eurostock 600. On voit que c'est quasiment toujours positif, hein. Vous voyez, vous avez 0 ici. Et quelle est la magnitude en fait de la différence? On voit quand même que, alors en moyenne, on est sur à peu près 3% l'Eurostock 50 est 3% plus volatile en fait que l'Eurostock 600, donc c'est quand même assez significatif, donc c'est plus risqué. Investir d'un point de vue volatilité, investir sur de l'Eurostock 50, un ETF Eurostock 50 est plus risqué qu'investir sur donc un ETF Eurostock 600 qui est plus stable, même s'il contient des petites capitalisations et des moyennes capitalisations qui sont plus volatiles. Donc vous voyez, de l'un dans l'autre, comme il a plus de composants, il a probablement plus d'inertie, et à la fin c'est ça qui joue. Voilà, donc là on est bon. Ensuite on va aller voir un petit peu pour finir les ETF disponibles, et là très grosse différence sur les ETF disponibles pour investir sur l'Eurostock 50. On a pas mal d'ETF disponibles, on a 18 ETF si vous êtes situé en France, donc c'est un indice qui est quand même bien suivi. Sur l'Eurostock 600, on n'a que 8 ETF disponibles, donc là beaucoup plus, l'éventail est beaucoup plus faible, un indice qui est beaucoup moins suivi. Si on regarde un petit peu les frais, on a des frais qui sont assez faibles pour l'Eurostock 50, donc vous voyez on a régulièrement du 0,10, 0,10, 0,9, 0,09, 0,05, 0,07. Donc ça descend quand on en a plusieurs, on en a 4-5 qui sont à 0,05%, ce qui est vraiment très très faible en termes de frais. Maintenant si je regarde pour les ETF Eurostock 600, on a quand même des frais qui sont largement supérieurs. Vous voyez, on a seulement un seul ETF qui est à 0,07%. Tous les autres sont à 0,20, 0,20, 0,20, 0,19, 0,20, 0,20, 0,18. Donc vraiment, c'est des frais qui sont, qui sont par rapport à du 0,05. C'est quand même, c'est 4 fois les frais quand même. Donc des frais plus importants. Si on regarde maintenant au niveau de la disponibilité des dividendes distribués ou accumulés, bon là on a principalement dû accumuler du distribué, pareil sur l'Eurostock 50, donc ça on est bon. Au niveau des réplications, on a de la réplication donc physique, full replication, et on a de la réplication synthétique, donc on en a, voilà. Donc ça c'est moitié-moitié. Pareil sur l'Eurostock 50, on avait des réplications. Moi je suis plutôt intéressé par de la réplication physique. Donc puisque voilà, on a vraiment en portefeuille, on détient vraiment les composants au travers de l'ETF. Donc là pareil, hein, sur l'Eurostock 50, on a beaucoup de réplications physique complète. Ça veut dire qu'il y a la totalité en fait des 50 constituants qui sont dans l'ETF. Et pareil en fait pour l'Eurostock 600, quand il y a marqué full replication, ça veut dire qu'on a les 600 constituants à l'intérieur du portefeuille avec les pondérations adaptées. Voilà, voilà les amis, voilà ce qu'on peut en dire. Donc on a passé en revue volatilité, ETF disponible, frais, type de réplication, éligibilité. À éligibilité PEA, donc là on est dans la zone, on est en Europe et on a une éligibilité PEA, ok, pour que ce soit pour les ETF Eurostock 50 ou pour les ETF Eurostock 600. On n'est pas, même si on n'est pas dans la zone euro, il y a quand même, j'ai vérifié, il y a quelques ETF qui ont une éligibilité PEA. Donc si ça vous intéresse d'avoir cette petite carotte fiscale. Voilà les amis, conclusion, moi historiquement en fait je suis investi sur de l'Eurostock 50 massivement, donc j'ai mes deux indices phares en fait qui sont l'Eurostock 50 en Europe
et le S&P 500 aux États-Unis. Donc la question c'est est-ce que j'investis sur l'Eurostoxx 600 sachant que j'ai de l'Eurostoxx 50? Non. Pourquoi? Parce que voilà, la corrélation elle est quand même très importante. Alors comment se fait-il qu'on ait une corrélation aussi importante alors que dans un cas, hein, je vous rappelle qu'on a 90% du marché qui est couvert par l'Eurostoxx 50, par l'Eurostoxx 600 et seulement 50% du free float market qui est couvert par l'Eurostoxx 50. Comment se fait-il qu'on ait une corrélation aussi importante? Je pense que ça doit pouvoir s'expliquer par le bêta en fait, c'est-à-dire que même les moyennes capitalisations et les petites capitalisations sont quand même corrélées au marché global. Elles ont une sensibilité au risque de marché, c'est-à-dire un bêta qui doit être proche, tout simplement proche de 1. Voilà, elles sont, quand le marché monte, elles ont quand même, il y a quand même un effet de marché sur ces sociétés, elles ne sont pas décorrélées des marchés. Donc pour moi, avec une corrélation supérieure à 0,95, avec une courbe comme ça, je ne vois pas vraiment l'intérêt, même si c'est sûr que si dans l'avenir des sociétés émergent, par exemple en Suisse, et au Royaume-Uni, des gros acteurs, par exemple dans le domaine des technologies, hein, on peut toujours imaginer ça, ça va être capturé par l'Eurostoxx 600, ça ne sera pas capturé par l'Eurostoxx 50. Donc il peut y avoir un intérêt quand même d'avoir une exposition géographique légèrement différente, c'est-à-dire d'une Europe étendue, d'une Europe plus large. Il peut y avoir aussi des petits acteurs, des petites startups en fait, qui vont cartonner en fait en Europe. Elles ne seront pas capturées dans un premier temps par l'Eurostoxx 50 puisqu'il n'y a que les grosses capitalisations qui sont présentes dedans. Elles seront capturées néanmoins par l'Eurostoxx 600 et là on pourrait avoir un Eurostoxx 600 qui se démarque en fait de l'Eurostoxx 50. Voilà les amis, écoutez c'est tout. Moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.